Bienvenue sur Eventcheck, le podcast où l'on parle groupe et événementiel. Ensemble, nous partons à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Je suis Clémence Ferraud, CEO de BookingCheck, et votre hôte sur ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode à la rencontre de notre équipe. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon associé Reda. Comment vas-tu, Reda ? Bonjour Clémence, ça va super et toi ? Super. Prêt à être dévoilé au grand jour ? Ravi, j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi et partager avec toute la communauté. Magnifique. Est-ce que d'ailleurs, avant que on parle de ce que tu fais au quotidien, tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait avant ? Ok, ton parcours. ouais. Moi je suis né au Maroc. Je suis arrivé en France à 18 ans pour faire mes études. J'ai fait Changement de température. changement de température. En plus, je suis arrivé du Maroc vers le 16e arrondissement direct. Sans transition, choc thermique, culturel, etc. J'ai fait une prépa école d'ingé. Ensuite, je me suis pas tout de suite lancé en entrepreneuriat. J'ai d'abord fait un petit virage vers la finance, dans les hautes sphères de la finance de marché en tant que trader pendant quelques années. C'était pas forcément quelque chose que je voulais faire, mais voilà, quand on est dans une école d'ingé, s'il y a ingénieur, tu peux peut-être nous préciser laquelle, parce que pas des moindres. J'étais à Centrale. Centrale Paris. À Centrale, et à Centrale, en fait, les voies royales, c'était soit le conseil, soit la finance. Et comme j'avais pas d'argent, je me suis dit que la finance, c'était quand même cool pour, c'était sécure et surtout rembourser toutes les dettes que j'avais, parce que quand je suis arrivé du Maroc, étant d'un milieu très modeste, on n'avait pas trop d'argent, donc j'avais pas mal de dettes, et donc je me suis lancé dans le trading. Et assez rapidement, j'ai complètement arrêté pour me lancer en entrepreneuriat, sachant que l'entrepreneuriat c'était quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps. L'entrepreneuriat au sens large, j'avais pas une idée en tête, absolument un projet que je voulais lancer, mais c'était plus l'idée de choisir ses propres contraintes. Et ça pour moi c'était quelque chose qui était extrêmement important. Donc tu voyais l'entrepreneuriat comme un cadre qui te donnait beaucoup de liberté. Exactement. Ça veut pas dire que c'est full liberté, que tu fais ce que tu veux, etc. Loin de là, mais en tout cas, j'avais plus la capacité de choisir mes combats. Voilà. Donc, je me suis lancé en entrepreneuriat, j'avais pas trop d'idées, et j'ai fait une expérience, on va dire, classique de la startup nation comme on la connaît aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas aussi sexy de lancer une startup que aujourd'hui. Et donc j'ai lancé une app en B2C, sans business model, lever des fonds, recruter n'importe comment, relations compliquées avec les associés, les investisseurs. Au bout de quelques mois, la boîte part au tapis. Voilà, donc ça c'était ma première expérience entrepreneuriale. Donc je connais bien un peu toute la French Tech, tous ces trucs des startups, etc. Et puis plein de on va dire de médias, de réseaux qui à l'époque en étaient à leur démarrage et aujourd'hui sont devenus des références, mais qui étaient à leur prémices. Ouais, moi en fait Là-dedans. j'ai commencé en 2013. Donc en 2013, quand tu disais que tu voulais lancer ta boîte, que c'était une start-up dans le digital et tout, en fait les gens ils comprenaient pas du tout. J'avais une position très confortable avec un salaire très confortable. Pourquoi est-ce que tu vas te faire chier à aller, ouais c'est ça, à aller monter une boîte alors que la route était toute tracée?
Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas parce que c'est devenu le nouveau Eldorado, le nouveau truc sexy que d'avoir une boîte. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça. Est-ce que tu penses que il y a certains réseaux, le fait de pouvoir lever des fonds assez rapidement vient aussi du fait d'avoir fait certaines écoles et que ça facilite Ah bah, ton entrée? clairement. Ouais. Clairement, je me souviens que quand on avait décidé de lever des fonds avec ma précédente boîte, c'était moi qui m'étais occupé de ça. Et c'était assez facile parce que c'était des gens qui avaient soit fait mon école, soit une école d'ingé un peu similaire, soit les écoles de commerce du type HEC, ESSEC, etc. Et en fait, euh, les gens de ces écoles de commerce, on était en prépa ensemble, on avait un pote en commun, on allait aux mêmes événements. Donc oui, effectivement, c'était beaucoup plus facile. Il faut pas oublier aussi que les investisseurs restent des humains et ils investissent dans des choses qu'ils connaissent. Et donc, comme c'est des gens qui sortent de grandes écoles, ils sont rassurés par le fait de choisir des fondateurs qui viennent aussi de grandes écoles. Après, il faut pas oublier aussi que la plupart des investisseurs, c'est des hommes blancs. Voilà, donc en tant que Marocain, c'était un peu plus compliqué. Et quand je voyais aussi toutes les entrepreneuses qui essayaient de lever des fonds, je voyais que c'était très très compliqué. Sans parler de Toi, tu l'as vu de toutes ça? les remarques, oui, sans parler de toutes les remarques misogynes, etc. quoi. Genre on a l'impression que c'est des cas isolés, mais moi je l'ai vécu, c'était pas du tout le cas quoi. Bah, ça tombe bien que tu dises ça parce que Lucie me demandait pourquoi il y avait peu d'entrepreneuses dans notre segment, Ouais, ouais, dans mon épisode. Voilà, c'est une des explications. ouais, c'est une des explications, mais il y en a d'autres. Il y en a plein, Oui, oui, voilà. oui. Et finalement, dans l'entrepreneuriat, tu as fait un autre virage. Donc cette première boîte, euh, puisque tu es avec nous aujourd'hui, c'est que ça s'est arrêté. Ouais, ça s'est arrêté. C'était un peu dans des circonstances personnelles, professionnelles. En fait, c'est une espèce de Moment de un- vie. ouais, un moment de vie un peu compliqué. C'était aussi la dernière année, donc quand j'ai arrêté avec ma précédente boîte. J'ai vécu le cancer de mon père. Euh, C'était un peu une période Noir. très bizarre, ouais. Pour illustrer un petit peu ça, le jour de mes 30 ans, mon père décède suite au cancer et le lendemain, mais littéralement, hein, le lendemain, j'allais au bureau des investisseurs pour faire la signature. Et les mois qui précédaient, je jonglais entre l'opérationnel, la gestion des investisseurs, faire les rendez-vous, etc. Et aussi, emmener mon père faire une chimio, préparer à manger, etc., etc. Donc c'était un peu, c'était très très compliqué. Et donc en fait, quand ça s'arrête, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que en fait, c'était chaud, quoi. Hmm. Et Les deux, tu veux dire, parce que évidemment la maladie, on imagine, mais le quotidien au sein de cette première boîte. ouais, tu te poses des questions. En gros, qu'est-ce qui est
important? Est-ce que à ce moment-là, le fait que tu aies quand même persisté dans cette voie, est-ce que tu aurais pas mieux fait de passer plus de temps avec tes proches? Donc toute la question du temps, de le sens des choses. Mm. Euh, voilà, donc C'est un peu comme un électrochoc. ouais, c'est généralement quand tu discutes avec d'autres personnes qui sont passées par des moments un peu compliqués, ils te disent, enfin c'est dans ces moments-là que on réalise beaucoup de choses euh, et donc que tu fais des ajustements. Donc, parce que tu quittes ta première entreprise? Parce que Non, alors c'est encore plus compliqué que ça. Je me fais virer. d'accord. Euh, Donc en gros, mes associés, non, alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'est les investisseurs voulaient un de mes associés dehors. Moi, j'étais d'accord avec eux. Avec les Ensuite, investisseurs. avec les investisseurs. Ensuite, mes deux associés étaient pas d'accord avec tout ça et ont décidé de me virer moi. Oui. Et donc, j'étais révoqué en tant que président. Donc effectivement, j'ai oublié cet aspect-là. Ça Mm. ajoute pas mal de choses à mon état après la fin de cette boîte. Oui, surtout que toi, tu avais le sentiment d'avoir porté beaucoup de choses du fait de tout ce, comme tu disais, tu jonglais entre Oui, la clairement. recherche de fonds, la relation avec les investisseurs. Tu étais CEO de cette boîte, donc tu étais un peu sur tous les fronts. Ouais, j'étais président, je m'occupais de toute la partie technique, la partie opérationnelle, parce qu'on avait aussi pas mal de logistique avec des livreurs, Mm. etc. Euh, mais oui, Donc et il y a un peu un couperet qui tombe entre ouais, le départ de ton père et mon départ de la voilà la boîte. révocation de la boîte. Et là, il y a un peu, c'est un peu le moment où on se retrouve face au désert, quoi. Ouais, Inattendu. et surtout que la culture qui existe dans la start-up à ce moment-là et qui continue d'exister, c'est il faut laisser le perso de côté, il faut travailler tous les jours de 6 heures à 23 heures, le week-end aussi, Ce que tu as fait. ce que j'ai fait, effectivement. Et donc en fait, tu baignes aussi dans un bain où tout le monde fait à peu près ça. Donc c'est compliqué en fait de s'extirper et de respirer et prendre du recul. Donc quand tout s'est arrêté, effectivement, c'était un sacré choc. Ok. Donc, à partir de là. Juste après, je décide de monter un autre projet qui n'est pas BookingCheck, qui était une plateforme de mise en relation des personnes qui passent par des moments difficiles avec des bénévoles écoutants. Donc la suite logique en fait de de ce que de l'expérience macabre que j'ai eue. Ça s'appelait Se confier. J'ai essayé de bosser sur le sujet pendant un an, quelque chose Mhm. comme comme ça. Ça avait pas forcément un but lucratif, mais au bout d'un moment, j'ai essayé de trouver un modèle qui était pérenne, ce que j'ai pas réussi à faire. Mm. Et en parallèle, on a commencé à discuter de Booking Check. Tout à fait. Et effectivement. Booking Check a commencé à voir le jour. Exactement. Quand toi, tu as quitté ta précédente start-up. Tout à fait. Du coup, on va pas refaire l'histoire de Booking Check parce que ça, ceux qui nous suivent savent. Et il nous faudrait des heures et des heures et des Voilà. heures. Ceux qui nous découvrent peuvent déjà un petit peu trouver des parties sur notre site. Voilà, il y a pas mal d'endroits où on peut comprendre un petit peu notre histoire et puis surtout n'hésitez pas à nous poser des questions. Aujourd'hui, toi, tu t'occupes de quoi chez Booking Check? C'est quoi Je ton m'oc- rôle? je m'occupe de Tes toute rôles? je m'occupe de toute la partie tech et la partie produit.
Entre autres, après, Traduction. voilà, en tant qu'associé, on a toujours 15 000 tâches, que ça soit le recrutement, l'admin, la compta, Finance. voilà, tout ce genre de choses, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire la tech? Qu'est-ce que ça veut dire le produit? Parce que ceux qui nous écoutent sont pas forcément Bien sûr. des développeurs. Exactement. Alors, quand on parle de tech, on parle véritablement du fait de coder, c'est-à-dire la construction du produit avec des langages de programmation, des technologies, etc. Donc, qui Euh, remplit des documents doc, en fait. c'est ça. En gros, ça ressemble Mais pas en exactement à français. ça. Ouais, c'est ça. C'est plein de fichiers, voilà, avec des lignes. On a l'impression que Des c'est caractères, du charabia, mais tout a un il y a des sens. couleurs. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un langage de Ouais. programmation, parce que c'est une autre langue que la machine comprend. Donc ça, c'est sur la partie tech. Sur la partie produit, c'est un peu différent. La partie produit va être plutôt entre la tech et le reste de la boîte, principalement le Le commercial, commercial. les utilisateurs, donc le service client, le success, Et le et commercial. aussi, voilà, et aussi nos expériences à tous. Hmm. Parce que bah toi avec ton expérience dans les hôtels et restaurants et aussi les expériences de Margot, Lucie, Marion, voilà. Donc c'est un peu c'est le carrefour, le produit est au carrefour un peu de tout. Et le rôle du produit, c'est de transformer les idées, les retours en comment dire, en fonctionnalité. Mhm. Sans oublier la priorisation. Et dans la priorisation, ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses auxquelles on dit oui, d'autres non. Et ensuite, quand on dit oui, il y a les priorisations, mais il y a aussi comment ça se passe, c'est-à-dire en termes d'expérience utilisateur. Est-ce que c'est une pop-up qui va s'ouvrir? Est-ce que c'est un nouveau champ? C'est quoi l'animation qu'il va y avoir derrière? Comment ça va communiquer avec les fonctionnalités existantes? Est-ce qu'il faut une nouvelle technologie et donc il faut faire de la recherche, etc., etc., etc. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, il y a quelque chose que j'aime bien dire souvent, parce je pense que dans notre secteur, on a tendance à se leurrer sur un point. Souvent, on pense que quand dans un logiciel, on voit beaucoup de choses, beaucoup de champs, beaucoup de boutons, beaucoup de menus, ça veut dire qu'on peut faire plein de choses. Alors qu'en fait, la difficulté d'un logiciel, c'est de rester assez minimaliste pour avoir une navigation fluide, mais tout en étant très profond. C'est-à-dire qu'en pouvant faire beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, je suis Et d'accord avec ça, c'est toi. l'art aussi un peu du produit. Ouais. C'est justement de dire, bah, on va faire en sorte que ce produit soit toujours plus profond, aille toujours plus loin, mais sans que ça devienne une usine à gaz et qu'en fait, pour pouvoir faire une action assez simple, il y ait 10 étapes. Hmm. Mais j'ajouterais aussi que ça dépend de la maturité des utilisateurs. Parce que par exemple, quand on regarde en hôtellerie et en restauration, les gens sont tellement habitués à utiliser des logiciels old school, D'ancienne génération. ancienne Avant notre génération, temps. voilà, pour pas utiliser d'autres termes, ou t'as l'impression d'être sur Windows 95 et etc. Que en fait, Sur lesquels il y a encore ces notions tu parlais de langage quand toi tu codes, mais sur lesquels il y a des notions de langage. ouais, bien Il y a sûr. des, il y a des PMS, par exemple. Pour ceux qui ne sont pas dans l'hôtellerie, les PMS sont les logiciels qui permettent de gérer toute la partie chambre d'un établissement, facturation, etc. Et dans ces logiciels-là, on doit lui parler dans un certain langage avec des choses très codifiées. Alors que ça nous paraît complètement fou. Si on prend, je ne sais pas moi, n'importe quel CRM un peu moderne sur le marché aujourd'hui, ça n'existe plus. Mm.
Et donc les gens sont habitués à avoir des interfaces où il y a beaucoup de choses et j'ai l'impression que ça les rassure pour dire ok bah c'est le fouillis donc c'est Il y a beaucoup de choses. complexe, je suis pas sûr de bien comprendre. Tu rajoutes à ça le syndrome de l'imposteur et donc bah, quand tu viens avec une interface qui est beaucoup plus épurée, les gens sont en panique parce qu'ils ont l'impression que il y a rien, alors que comment dire, hors du milieu de l'hôtellerie, restauration, ce que les gens recherchent, c'est au contraire, c'est ce côté vraiment purifié, parce qu'on se rend pas compte, hein, mais un écran où il y a beaucoup de choses, en termes de charge mentale, de bande passante mentale, ça a été documenté, hein, parce que t'imagines bien qu'il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet. On sait que la performance baisse drastiquement. Et donc tout l'art de créer un bon produit, en tout cas aujourd'hui dans l'état de l'art qui existe, hein, donc tous les outils modernes, etc., c'est de mettre les choses au bon endroit, au bon moment. Donc ça sert à rien de mettre un gros bouton rouge alors que t'en as pas besoin sur la page d'accueil, mais dans le dossier de l'intercalaire, je sais pas quoi, parce que tu as besoin de faire tel truc, que le bouton apparaisse à ce moment-là. On appelle ça une bonne expérience utilisateur. Mais voilà, et je suis aussi assez effaré de voir à quel point est-ce que les gens ne sont pas sensibles à ce genre de choses. C'est-à-dire que même les outils qu'ils vont utiliser aujourd'hui, les gens sont contents de ça. Euh, ils- pour moi, c'est assez fou parce que moi, ça me pique les yeux. C'est insupportable. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part de personnes qui sont dans d'autres branches. Quand ils ont des conjoints ou des membres de leur famille ou des amis proches qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration et que on leur montre les produits, moi j'ai toujours entendu que tout le monde tombait de sa chaise. Ouais, Les ouais, gens n'imaginent pas dans les autres secteurs à quel point on est sur des outils avec des interfaces d'un autre temps qui n'existe plus. ouais. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, nous, sur Booking Check, les outils qu'on va utiliser en interne, l'expérience utilisateur, le design, etc., des produits qu'on va choisir, est un critère clé. Mhm. Parce que aussi, on va mettre ces outils dans les mains de nos collaborateurs et on veut que leur quotidien soit cool. C'est-à-dire que on veut leur donner ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus beau, parce que pour eux, c'est aussi pour nous un moyen de faire en sorte que leur quotidien soit qu'ils apprécient leur quotidien. S'ils apprécient leur quotidien, ils seront plus performants, ils vont rester plus longtemps avec nous, etc., et etc. Et ça, je trouve que d'ailleurs, ça se rapproche énormément de la marque employeur, hein. Je trouve que dans les établissements, c'est quelque chose auquel ils pensent pas du tout. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment très old school, quoi. Et est-ce que toi, tu as un ou plusieurs conseils pour aider justement les personnes qui choisissent les logiciels à jauger qu'un outil, même s'il paraît minimaliste, est en fait très très solide? Hum, pour moi, c'est la convergence de deux choses. La première, c'est quelle est l'expérience sales qu'ils vont avoir. Si le sales est juste là pour faire une démo du produit, etc., pour moi, c'est tout de suite un red flag. Pour moi, le sales doit venir, essayer de comprendre le besoin, poser plein de questions, etc. Et s'il se rend compte que l'outil qu'il propose correspond aux besoins, à ce moment-là, on passe à la démo, etc., etc., etc. Donc déjà, si
dans l'expérience commerciale, il y a pas ça, pour moi, voilà, c'est très compliqué. Ensuite, Enfin, c'est pas compliqué, c'est un mauvais signe. c'est un très mauvais signe. Clairement un très mauvais signe. Si voilà, si la relation commence bizarrement, donc au niveau commercial, bon bah vous savez que sur le reste, ça va être très bizarre aussi. Le deuxième point, c'est il faut voir beaucoup d'outils. C'est-à-dire, il faut toujours être curieux. Je sais, par exemple, avec Booking Check, on fait pas payer les démos. Donc, les gens, vous qui nous écoutez, demandez une démo de Booking Check. On serait ravi de vous montrer ça, pas pour vous le vendre, mais juste pour vous montrer ce qui se fait de mieux. Donc ça c'est un autre point, c'est soyez curieux. Donc en gros, il faut qu'il y ait une espèce de veille constante. Exactement. Sur les outils. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on s'applique nous. C'est-à-dire que on passe notre temps à faire ça. Ouais. Sur les outils dont on a besoin, parce que on veut voir si les outils que nous on a choisis évoluent dans le bon sens. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise parce qu'il y a aussi toujours des nouveaux outils qui viennent répondre à des problématiques qui n'étaient pas répondues par les anciens outils qui émergent. Ouais. Et le dernier point, c'est avant de faire un choix, soyez au clair avec vos besoins. Et le besoin, en fait, on a l'impression que c'est juste une liste de choses qu'on va écrire dans un Excel, etc. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce que chaque besoin a un impact business qui est très différent. Donc, il faut aussi prioriser tous ces besoins. Chose que on voit que ça n'existe pas. Des gens vont nous demander une fonctionnalité qui pour eux est très importante, mais elle est importante parce que tout le monde dit que c'est important. Mais une fois que tu y réfléchis, par rapport à d'autres fonctionnalités, tu te rends compte que c'est pas prioritaire. Et donc il faut vraiment voir le besoin comme qu'est-ce qui va améliorer si tu résous le besoin X, à quel point est-ce que l'impact sur ton business, ta performance, le quotidien, c'est ça, le quotidien des équipes, etc., va être changé. Et à ce moment-là, tu vois, genre, tu peux faire un fichier Excel avec la liste de tous tes besoins et tu mets des colonnes impact business, bien-être des équipes, etc., etc. Tu te fais un petit code avec une échelle. Tu fais des additions et après tu tries. D'ailleurs, c'est aussi le rôle du commercial qui vous prend en charge de vous aider à mettre en relief vos objectifs. Parce que quand vous arrivez sans objectif auprès d'outils comme nous ou comme d'autres, la probabilité que vous fassiez le bon choix, elle est faible. Parce que vous allez faire un choix très au doigt mouillé, en définitif. Et ça, c'est quand ils veulent faire un choix. Il faut pas oublier que le réflexe naturel, c'est de ne faire aucun choix, c'est de rester avec la solution qui existe déjà. Donc, moi, le message que j'ai aujourd'hui, c'est soyez curieux et allez chercher pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se fait de mieux que la solution que vous avez aujourd'hui. Et je parle même des utilisateurs avec Booking Check. Non, on n'est pas là pour loquer les gens, etc. Soyez curieux. Il y a forcément des choses qui existent ailleurs que vous n'utilisez pas aujourd'hui. Et un petit disclaimer, c'est pas dans un salon que vous allez trouver toutes les solutions dont vous avez besoin. Il y a quelque chose qui s'appelle Google. Oui, et puis d'être aussi en veille sur LinkedIn. Exactement. Il se passe
se passe beaucoup de choses. De discuter avec sur les médias, les réseaux. avec des confrères et des consoeurs, etc. Autre question, toujours sur le choix, puisque toi tu comme tu disais, hein, le produit et la technologie sont très liés aux différentes typologies d'utilisateurs qu'on a. Et quand on est en lien avec des équipes, on a parfois, comment je pourrais dire, des équipes qui ne sont pas en symbiose, c'est-à-dire entre les différents départements. Je pense notamment au département direction ou revenu management ou même des DAF qui ne sont pas du tout en lien avec l'équipe commerciale. Ce qui peut entraver plusieurs moments, c'est-à-dire le moment évidemment du choix du bon outil, mais aussi après, dans le quotidien, les attentes par rapport à l'utilisation de ce nouvel outil au sein de l'établissement. Est-ce que tu as, pareil, un regard par rapport à ça? Moi, je trouve toujours triste quand les gens qui ont le besoin, qui cherchent à améliorer leur process, à s'outiller, etc., soient handicapés par d'autres personnes ou d'autres départements qui n'y connaissent strictement rien. Pour moi, c'est quelque chose que je vois, que j'ai vu en tout cas de toute ma carrière, extrêmement peu. Pour moi, c'est quelque chose qui est interdit. Il faut faire confiance aux gens. Quand tu dis que tu l'as extrêmement peu vu, ouais. Chez Booking Check? Non. Ce que je veux dire, que ça soit dans les banques ou fonds dans lesquels j'ai pu travailler, quand j'étais dans les mondes des startups, de toutes les boîtes que j'ai pu voir, côtoyer, etc. Ce truc-là, tu vois, on est en 2025. Moi, je suis choqué que ça puisse encore exister, qu'on soit encore dans un truc où... Nous, on le voit beaucoup. C'est ça, ouais. C'est très, 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 très courant. Et pour moi, c'est choquant parce que tu infantilises. Là, aujourd'hui, on parle des commerciaux groupes et événements. Je trouve que dans beaucoup de cas, ils sont infantilisés. On les prend pour des exécutants, pour des robots, alors qu'ils sont bien plus que ça. Moi, c'est un métier à la base que je connaissais pas du tout. Je trouve que c'est un métier très difficile, très complexe, qui nécessite des compétences très variées dans plein de domaines. Et le fait qu'il soit infantilisé, ça me choque. Surtout que toi, en tant que, on va dire, visionnaire, un petit peu garant d'un produit, tu es le premier à aller solliciter des utilisateurs. Bien sûr. Tu vas parler aux équipes qui utilisent. Toujours. Tu n'es pas dans ta tour. Moi, chez Booking Check, je suis conscient que je suis le seul qui n'ait pas d'expérience en hôtellerie et restauration. C'est un milieu, ouais. C'est un milieu à la base, c'est clair. C'est un milieu à la base que je ne connais pas du tout, que j'ai appris à connaître, à apprécier, etc. avec toi. Bien évidemment, aujourd'hui, je peux discuter avec n'importe qui et il saura pas que je viens pas de ce milieu-là. Mais j'ai construit, j'ai construit ma connaissance, mon empathie, etc. en allant discuter avec des gens. Et j'ai toujours fait ça. Je continuerai toujours à le faire parce que pour moi, c'est la meilleure manière de se mettre à leur place et de leur proposer la meilleure solution qui réponde à leurs besoins. Donc, si toi, prestataire extérieur, qui fournit une solution, tu prends le temps de discuter avec les équipes qui utilisent l'outil, donc les utilisateurs, c'est bien la preuve que en interne, pour bien résoudre un problème, vous devez parler avec vos équipes et vous devez les inclure
dans vos process de décision. Bah surtout que c'est eux qui vont utiliser. Donc on sait quand même, on était dans des situations où des équipes entières voulaient absolument utiliser BookingCheck et la direction générale, qui n'y connaît strictement rien, leur a imposé un autre outil. Pour Oui, moi, ce genre de sous choses. réserve de prix moins cher ou enfin avec Ouais, avec des arguments des qui, qui ouais, ne c'est ça. sont pas liés à la On s'en fout, quoi. performance Ouais. qui, Mais pour moi, ça, c'est lunaire. mmh. Qu'en 2025, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la direction est plus smart que les que toute une équipe. Ça veut Non et dire c'est quoi? surtout, moi ce qui j'aime bien faire le parallèle entre, moi par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui, connaît bien les montres et j'ai Mmh. une famille qui adore les montres. Si on me demande de choisir une montre pour quelqu'un d'expert, je suis complètement coincée. Donc je vais aller vers une marque connue ou un esthétisme qui va me parler, mais je vais pas avoir, la sensibilité de la mécanique qu'il peut y avoir derrière. Parce que c'est pas mon truc. Mmh. Ben c'est exactement pareil avec les outils, en fait. Pour moi, comment est-ce qu'on peut juger du bon outil pour une équipe, alors qu'au quotidien, on n'a jamais ou on ne gère plus du tout des groupes et des événements. On ne maîtrise plus ou pas, parce qu'il y a énormément de directions générales qui n'ont jamais fait ces métiers-là, ce métier. Donc comment est-ce qu'on peut juger de quoi est-ce qu'on a besoin? Même si la direction peut, elle, venir vérifier d'autres points Bien sûr. que les Ah oui, commerciaux ne vont pas avoir en tête, comme par exactement. exemple L la législation sur la facturation, Bien sûr. la législation sur les RGPD. Mmh. La législation sur le stockage des données, à qui elles appartiennent ces données, etc., etc. Le commercial, lui, va voir si le moteur de la machine, c'est exactement ce qu'il veut. Ouais, en Il fait, on n'est pas en train de dire il faut exclure la direction des discussions, etc. il faut Loin de inclure. là. Ouais, c'est que chacun a Voilà, son rôle c'est ça. et que il faut pas qu'il y ait des gens qui prennent des rôles qui ne leur appartiennent pas. D'ailleurs, en parlant des directions, il y a des remarques parfois intéressantes qui arrivent sur ta partie. J'aimerais J'adore bien te ça. donner l'occasion de répondre. Exemple, mais vous n'avez qu'un développeur? Mais comment est-ce que ça peut être sérieux comme entreprise? Ouais. Alors encore une fois, je pense que que ce truc-là, je vais le répéter 15 fois. Mais comme je viens pas du monde de l'hôtellerie et de la restauration, genre je découvre des objections que je n'avais jamais eues avant. Entendu de ta vie. Bah oui, alors que moi qui viens le monde de la start-up, finance de marché, etc. C'était valorisé d'être peu. Tu vois, au contraire, on te disait mais vous êtes trop là. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de autant de gens? Parce que c'est des milieux où l'innovation elle est à la pointe et on sait qu'aujourd'hui les technologies qui existent permettent d'abattre un travail qui est monumental par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc déjà, tu vois, genre quand on nous fait ce genre de remarques, notre indicateur old schoolness commence à clignoter en mode alerte, alerte, alerte. C'est une remarque vintage pour toi. Ouais, moi c'est une remarque qui me fait un petit peu peur OK. en vrai. Et aussi, tu vois, genre juste dans le raisonnement, parce on peut se dire bon bah pourquoi pas, tu vois, parce que effectivement, si on réfléchit, c'est du bon sens. Plus ils sont nombreux, plus ils vont faire deux choses. En vérité, c'est pas le cas, parce que quand tu passes d'une équipe, on va dire, de 5 personnes à 20 personnes, c'est pas juste l'équipe qui est multipliée par 4.
effectivement, l'équipe est multipliée par 4, mais tes problèmes en interne de communication, de collaboration, de temps, tout est multiplié aussi. Et ça, il faut pas oublier que une plus grosse organisation est plus complexe et elle perd toute son agilité, sa souplesse, etc. Donc il faut pas s'étonner que des grosses boîtes ou des grosses équipes vont mettre un temps de fou à sortir des fonctionnalités par rapport à une toute petite équipe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si vous ressentez ça, donc le fait que oui, alors ils sont pas beaucoup, etc. Nous, on nous dit souvent oui, mais par rapport à d'autres boîtes, eux, ils ont une équipe qui est plus grosse. Mais posez-vous la question si cette boîte-là, avec un ou deux développeurs, sont capables de rivaliser avec une boîte où ils ont une équipe de 10, 20, je sais pas quoi, bah le problème, c'est plus l'équipe où ils sont 10, 20. C'est eux qui sont, genre, il y a un problème en termes de compétences. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dirais. Euh, voilà. Et pour info, WhatsApp, par exemple, qui gérait des millions et des millions d'utilisateurs, etc. Je crois, je dis pas de bêtises, pendant longtemps, ils étaient 15. Et au contraire, c'était une vraie fierté, et etc. Et aujourd'hui, ça devient encore plus important avec toute la mouvance de l'intelligence artificielle, etc. Moi, je sais que dans la Silicon Valley, les gens, au contraire, vraiment aujourd'hui, ça s'est exacerbé. Les gens cherchent à avoir des équipes de plus en plus petites. Donc, quand ils sont plus nombreux, c'est juste qu'ils sont plus nuls en vrai, quoi. Voilà. Ou plus financés. Et Ou donc, plus financier parce que du coup tu fais pas gaffe à l'argent parce que voilà, quand tu lèves plusieurs millions, vu que c'est pas l'argent de tes clients, bah tu le gères pas de la même façon. Quand tu et puis, reçois une subvention ou un prêt, c'est pas la même chose. il y a un, comment dire, il y a un pattern classique sur une start-up qui lève des fonds, d'embaucher beaucoup en espérant atteindre la croissance qu'ils doivent faire. Bien sûr. C'est un peu le pattern Ouais, classique il faut, qui malheureusement n'est pas une science exacte. ouais. Donc, qui marche pas toujours. Il y a un truc intéressant aussi, c'est que on a tendance à surévaluer la tech. Dans une entreprise Exactement. type start-up, tu veux Ouais, dire que la tech prend trop de place par rapport aux autres départements? exactement. Et on le voit, tu vois, avec Booking Check, où les gens nous disent, ouais, vous avez un produit incroyable, c'est ça votre vraie force, etc. Et nous, on est là, non. En fait, si tu veux, Non, pas que. exactement, c'est ça. Genre, il faut pas se concentrer que sur ça, voilà. Ouais. Et ça, c'est un message qui est très très important. On comprend pourquoi est-ce que la tech, c'est un truc, tu vois, où les gens se disent ouais, c'est incroyable, etc. Mais vous trouvez que c'est incroyable, c'est juste parce que vous ne la comprenez pas. Mais moi qui la comprends, On ne sait pas coder. ouais, moi qui la comprends, je peux vous dire que c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Moi, dans ma vie, j'ai fait des choses qui étaient compliquées, du type les calculs stochastiques, la physique quantique, voilà. Ça, c'est très compliqué. Coder, c'est pas compliqué. C'est plus complexe. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses auxquelles il faut que tu penses, il faut anticiper des choses et tout, mais c'est pas compliqué. Donc arrêtez de croire que la tech ou le truc avec le produit, c'est un truc incroyable et tout. Moi, je peux venir, je peux me poser avec vous et assez rapidement, vous allez pouvoir faire des choses avec de la tech et, euh, et franchement, c'est pas dur. Hein. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, n'est pas assez valorisé? Tout le reste.
c'est-à-dire le service client, l'accompagnement, la qualité de la prise en charge commerciale, le contenu, enfin tout le reste quoi. Tout l'univers, tout l'écosystème. Ouais, En fait, le logiciel ne suffit pas. non, bon non. Et je pense qu'on va le voir de plus en plus avec les intelligences artificielles de génération de code et etc. Le code va se commoditiser de plus en plus et on va plus chercher des ingénieurs qui vont réfléchir à un moyen de résoudre des problématiques avec comme outil le code que des gens qui juste écrivent des lignes. Donc alors que le reste c'est beaucoup plus compliqué parce que le reste c'est plus de l'humain et l'humain voilà, c'est très très dur. Hmm. Au niveau justement du produit, est-ce que toi qui as découvert cet univers et qui parle aux utilisateurs et qui est toujours en train, parce que on a des nouvelles fonctionnalités qui sortent tous les mois, on n'est pas seulement sur une maintenance de produit, on est sur un développement constant. La maintenance, c'est une comment je pourrais dire, C'est c'est la le base. b.a.-ba quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est comme quand on est une boulangerie, hein, on fait du pain tous les jours. Enfin, ça paraît évident. Est-ce que tu sens que tu as eu un impact sur ce marché? Parce que c'est souvent quelque chose quand on est quelqu'un comme toi, très entrepreneurial dans l'âme. Est-ce que tu sens une certaine émulation qui pour toi t'a permis aussi de t'épanouir sur ce produit? Tu veux dire de manière globale ou sur juste notre partie groupe événement ou Que tu sur veux la dire quoi? partie que Booking Check touche. Est-ce que Euh, toi tu sens que il y a un impact sur le marché de ce que tu as construit? alors moi je considère que ce que je construis c'est pas que le produit mais c'est Booking Check Oui, oui, là en en tant général. qu'entrepreneur. Bien évidemment. Pour moi, par exemple, un des trucs ce dont je suis le plus fier, c'est qu'on arrive à apporter de la connaissance au marché, Mmh. de faire en sorte qu'il y ait des partages d'expériences, notamment avec le podcast, etc., pour que tous ceux qui consomment ce contenu-là, et encore une fois, hein, client ou pas client, ça c'est très très important. Hein. N'oubliez pas que le podcast il est gratuit, le blog il est gratuit, la newsletter est gratuite, les posts LinkedIn ils sont gratuits, etc. Donc c'est quelque chose sur laquelle on passe beaucoup de temps, qu'on donne gratuitement à tout le monde pour que ensemble tout le marché deviennent plus matures, soient plus performants et un quotidien qui est meilleur et que enfin les gens puissent passer du temps sur des choses à forte valeur ajoutée plutôt que de faire toujours le même truc chiant quoi. Les copier-coller et les devis et etc etc. Mmh. Donc ouais. Heu, toujours sur le côté, plus entrepreneurial, du coup, toi, tu as des idées assez, comment je pourrais dire? En dehors des sentiers battus sur, la façon, de monter une boîte, de la pérenniser, et ça a beaucoup, beaucoup impacté, Booking Check et les valeurs de Booking Check et comment Booking Check, évolue. Est-ce que tu peux nous dire un peu, les choses pour toi qui sont non négociables dans cette aventure, Booking Check que tu voulais absolument, faire ou ne pas faire? Par rapport à tes expériences passées où,
justement, t'as été dans certaines sphères, t'as été entrepreneur start-up assez classique. Donc c'était un peu la boîte de l'âge de raison, comme dirait Bridget Jones. Ce qui est important avec et ça, je pense que j'ai oublié de le préciser au départ, c'est que tout ce que je dis, c'est vraiment des convictions personnelles. C'est pas des vérités générales où je pense que dans l'absolu tout le monde doit se comporter de cette manière, etc. Voilà. Moi, je pense ce que je pense avec tout ce que j'ai vécu, avec mes affects, etc., etc. Donc effectivement, aujourd'hui, avec Booking Check, il y avait un choix qui pour moi était très très important, c'est le choix d'être autofinancé, donc pas de levée de fonds. Et ça, c'est pas parce qu'on est pour ou contre la levée de fonds, ça va au-delà de ça. On s'est posé la question de quel type d'expérience est-ce qu'on voulait avoir avec Booking Check, quel type de boîte est-ce que on voulait créer avec Booking Check. Est-ce qu'on voulait devenir la prochaine billion-dollar compagnie ou pas? Est-ce que on voulait avoir une hyper croissance, s'exporter dans tous les pays ou pas? Est-ce que on voulait recruter 30 personnes en une semaine ou pas? Est-ce qu'on voulait être dépendant de gens dont les intérêts sont pas forcément alignés avec tes convictions ou pas, etc., etc. En fait, il y avait plein de choses et ma conviction, c'était que on ne peut arriver à notre objectif que en étant autofinancé. Et autofinancé, ça veut dire aussi pas de dette, pas de subvention, enfin bourse French Tech ou je sais pas quoi, tous ces trucs-là, on n'en veut pas du tout. Le seul argent qu'on reçoit, c'est l'argent de nos clients. En termes de boîte aussi, ça a des impacts qui sont extrêmement grands parce que face à une boîte qui va lever des fonds, on est beaucoup plus lent. Alors, précisons, on est beaucoup plus lent en croissance. C'est ça. On n'est pas plus lent en produit. Ah non, au contraire, ouais. On est beaucoup plus lent en croissance parce que quand tu lèves des fonds, tu peux recruter une équipe de 5 commerciaux avec etc. Donc tu peux aller ça change, extrêmement vite. Le jeu de cartes change. Ouais, le jeu de cartes change, mais après c'est encore une fois, c'est des goûts. Nous, on préférait le goût autofinancé parce petit producteur. Voilà, c'est ça. On voulait faire un truc qui est hautement qualitatif. Pour nous, la qualité, c'est quelque chose où il n'y a pas de compromis. Et la qualité, pour nous, c'est pas juste un mot un peu valise et tout. C'est la qualité sur tout. C'est-à-dire la qualité de notre processus commercial, la qualité de notre produit, la qualité de notre service client, la qualité de notre accompagnement, la qualité de notre contenu, et aussi la qualité des interactions qu'il va y avoir entre nos collaborateurs, la qualité de leur qualité de vie, etc., etc. Et pour nous, ce standard de qualité était complètement contradictoire avec la enfin, en tout cas, ne pouvait pas émerger dans le cadre d'une boîte qui faisait de la levée. Voilà, on est full remote sur les. Ça, tu dirais que c'était un choix? Bah non, on l'a plus subi que autre chose. Comme on habitait au Portugal jusqu'à il y a un an. En fait, les gens, on n'allait pas leur dire est-ce que tu habites à Lisbonne, dans ce cas-là, viens travailler avec nous. Oui, je dirais aussi qu'il y avait un côté où toujours dans ce souhait d'extrême qualité, en fait, on voulait pas se priver d'un profil parce que il était à Strasbourg, c'est ça. à Cannes et encore une fois, avec le full remote, on n'est ni contre ni pour. C'est juste, quand il y a quelqu'un qui habite pas à côté de chez toi, pourquoi est-ce que tu peux pas travailler avec lui?
ou s'il y a quelqu'un qui a un enfant en bas âge et qui doit avoir une journée qui est organisée un peu différemment, pourquoi est-ce que tu peux pas travailler avec lui, etc., etc., quoi. Dans notre cas, parce Dans qu'évidemment, notre cas, contrainte, si exactement, c'est pas pour nos c'est la même amis chose. Ouais, c'est ça. hôteliers restaurateurs qui nous écoutent, Non, nous mais n'avons c'est pas les autre mêmes chose. contraintes que vous. Bien sûr. Non, mais ça, je comprends que quand tu dois nettoyer une chambre, le full remote, c'est un peu compliqué. A priori, oui. Voilà. Donc l'autofinancement, le fait d'avoir des équipes qui habitent où elles le souhaitent, C'est ça. la qualité, la qualité, la qualité, la qualité. Ouais. Sur aussi l'épanouissement des gens qui travaillent avec nous, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ouais. Bien sûr, genre quand je dis ça, j'ai l'impression d'entendre toutes les boîtes qui disent ouais notre valeur c'est la bienveillance, c'est le je sais pas quoi. Nous on essaye de pas le comment dire, c'est pas des discours, on part plutôt des actes et ensuite on se dit est-ce que c'est le cas ou pas. Donc quand on vous dit l'épanouissement de tous nos collaborateurs, le mieux pour être certain que c'est vrai, allez leur poser la question et vous allez voir. En tout cas, nous, on essaye de leur donner un cadre d'épanouissement, pas juste que leur quotidien soit cool parce que avec les horaires on s'en fout, sur les salaires on paye extrêmement bien, mais il n'y a pas que En ça. fait, C'est c'est aussi plus, je dirais, on leur donne beaucoup d'indépendance. Voilà, on les considère. Il y a une confiance et il y a un rapport d'égalité. On est sur un management qui est très horizontal. Et il y a beaucoup d'indépendance qui leur est donnée. Ils savent qu'on est une entreprise qui va vite. On va très 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 vite. Il faut quand même comprendre que même si on s'autofinance et qu'on est petit, on est très agile. On a quand même une croissance qui se multiplie minimum par 2 par an. Depuis, là, on peut prendre l'exemple, hein, depuis le mois de septembre, on grossit largement notre équipe. Donc, c'est pas une entreprise plan-plan. ah oui, c'est sûr. Il y a un an, non, il y a un an et demi, on était deux. Il y a un an, on était trois. Il y a 6 mois, on est devenu 5. Là, on passe à 7 d'ici le mois de mai. Et d'ici la fin de l'année, on sera potentiellement à 10 ou un truc comme. Donc, C'est ça. oui, On va, ça va extrêmement vite. on est une entreprise qui va vite, très agile, avec pas, on se remet en question, comme comme on disait, hein, la veille sur les outils, la curiosité que Reda vous disait, soyez curieux, bah se l'applique, on l'applique à nos équipes. Donc il y a beaucoup de dynamisme, mais il y a beaucoup de confiance. Voilà, Ouais, c'est comme ça que, et c'est vrai que ça c'est un point. Pour créer de la confiance, il faut du bien-être et la performance aussi, mais c'est un peu ce qu'on disait avec le logiciel. Nous, on est dans un cas où c'est un travail, beaucoup de réflexion de la part de nos équipes. Et donc, moi, je peux entendre qu'une personne me dise, moi, si je travaille 5 heures par jour, je serais beaucoup plus performant que si je travaille 9. Parce qu'en fait, j'ai une capacité de concentration qui a une limite. Et arrivé à un certain moment, je tourne en rond. c'est clair. Et donc ça, nous, on ne peut pas jauger qui fonctionne comment. Ouais, C'est là où il y a de la confiance. on peut pas écrire une règle générale C'est ça. Pour des tout le individus monde, qui quoi. sont Bien singuliers. sûr. Et donc, alors après, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, des gens qui ont leur établissement, qui gèrent des équipes commerciales qui justement aussi sont beaucoup plus en réflexion que sur de l'opérationnel. C'est simple à mesurer, hein.
on voit si ça tourne, on voit les résultats et on voit si ça va dans le bon sens, hein. C'est clair. C'est pas non plus de la voilà, on se dit pas: «Bon, on verra ce que ça donnera», on les voit performer. Mais on ne leur demande pas en combien d'heures ils font par jour. Mmh. Voilà. Et aussi, il y a un autre point qui, pour moi, est très très important, c'est que si tu viens travailler avec nous, il faut que tu sois très ouvert à apprendre plein de nouvelles choses. Mmh. Ça, voilà, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ancré. Moi particulièrement, genre c'est quelque chose qui est ultra important pour moi de d'apprendre tous les jours, pas que sur de la tech, etc., mais dans plein de domaines. Et c'est important que toutes les personnes qui travaillent avec nous aient cette soif d'apprendre, de telle sorte à ce que le jour où elles quittent Booking Check, en fait, elles partent avec un bagage énorme. Sexy, Ouais, c'est ça. En fait, continuer sa carrière. oui, nous, on est au courant que Oui, qu'on est les important. entreprises, ouais, c'est ça, qu'on est une étape dans la vie de plein de gens. On serait hyper content de voir les gens évoluer dans d'autres entreprises, etc. Et si on a pu participer à l'évolution, à l'épanouissement, à un certain apprentissage, bah pour nous, c'est le Graal, hein. Tout à fait. Eh bien, sur cette dose de bonheur, je te propose de mettre fin à notre petit échange. Mon petit doigt me dit qu'on te réentendra sur les ondes de Evencheck dans Ouh pas là si là, longtemps que ça. c'est clair. Il y a des grosses surprises là qui Il y a vont des choses qui arriver. arrivent. Vous êtes pas Heu, prêts. Merci beaucoup. Je suis ravie que Avec notre plaisir. communauté, comprenne un petit peu mieux, ton métier, ta vision et ta personnalité et à très vite, pour la suite des aventures. À Stay très tuned, vite. comme tu aimes Ouais, bien c'est dire. clair. Si jamais vous avez des questions, etc., aussi sur des choses, j'ai pas été clair, n'hésitez pas à m'envoyer une demande de connexion sur LinkedIn et à m'envoyer un message. Je serai ravi de pouvoir y répondre. Sur ce, à très vite. À très vite.